Un corps a donc été retrouvé tout près du lieu de la disparition de la jeune Liana, 11 ans, disparue depuis vendredi dernier. Le principal suspect est un homme de 41 ans. On va revenir sur son profil avec vous, Mathieu Devez. Nous attendons un communiqué de presse du procureur Exactement, d'ici quelques minutes. d'Agen. Cette fois-ci, hier, Exactement. c'était la procureure d'Auch qui s'exprimait. Là, c'est Agen, c'est-à-dire que là, on monte d'un cran, évidemment, dans les juridictions, qui peut-être va nous éclairer sur ce corps qui a été retrouvé. Avant de vous passer la parole, on va partir à Puy-Casquier, puisque c'est là que se trouve notre équipe, Corentin Alonso et Malo Steiner, et qui nous explique à quel moment le corps a été retrouvé. Oui Laurence, nous sommes arrivés ici avec Malo Steiner aux alentours de 16h30 et nous avons fait face à un barrage de gendarmerie. Un barrage de gendarmerie parce qu'à 1 kilomètre d'ici, un corps aurait été retrouvé. Est-ce le corps de Liana? Pour le moment, à ce stade, personne ne le sait. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que des magistrats sont venus ici pour tenter donc participer à l'identification du corps. Reste à savoir évidemment s'il s'agit de celui de la jeune collégienne. Nous avons également pu échanger avec un riverain qui voulait rentrer chez lui. Il nous a expliqué qu'à partir de 14h20, lorsqu'il était donc sur la route et qu'il est sorti de sa maison, il avait vu un lourd dispositif donc de gendarmes venir fouiller un silo à grains. Reste à savoir exactement les circonstances de la découverte de ce corps. Pour le moment, à ce stade, on attend toujours les informations du parquet. Sûr, il faut rester prudent. Merci Corentin Alonso et Malo Steiner. Mathieu Devez est avec nous, Eric Nolot est là, Louis Dragnel, Catherine Ney et Jacques Morel, ancien général de gendarmerie, ancien chef de la section de recherche de Versailles. D'abord, Mathieu Devez, le lieu où a été retrouvé ce corps qui n'est pas encore identifié à 100%. C'est dans la commune de Puy-Casquier. On est à une quinzaine de kilomètres de Florence. C'est là où la petite Liana a été vue pour la dernière fois. Corps qui a été retrouvé peu après 15 heures, semble-t-il, dans un silo. Alors je m'explique, un silo, c'est un immense réservoir de stockage. On y stocke notamment des produits agricoles. Donc on est dans une usine agricole. Important cette précision car on sait que le suspect Jérôme Barella, il a eu plusieurs emplois et notamment il a travaillé dans le secteur agricole. On sait que hier il y a également un hangar agricole qui avait été fouillé. Donc le corps a été retrouvé là-bas. Pas de confirmation, c'est important de le préciser à ce stade qu'il s'agit du corps de la petite Liana. On sait cependant que la famille de la fillette de 11 ans a été prévenue. Jacques Morel, vous êtes l'ancien chef de la section de recherche de Versailles. Comment les gendarmes qui sont sur place en ce moment, qui quadrillent toute la zone, qui ont fait un véritable et un très large périmètre de sécurité, procèdent? À quoi se consacrent-ils au moment où nous nous parlons? Au moment où on vous parle, les gendarmes, ils se consacrent, si vous voulez, à la recherche de traces et indices. Alors, les lieux, on parle d'une exploitation agricole. D'abord, il faut le cerner pour éviter qu'il y ait du public qui arrive. Vos collègues de la presse, qui, bien entendu, la découverte d'un corps, ça va ameuter tout un tas de journalistes de la presse locale et nationale sur place. Donc, que les gendarmes puissent travailler sereinement, parce qu'il y a tout un épisode de recueil de ces traces et indices qui est important, compte tenu du fait qu'en plus on est sur quelqu'un, vous l'avez bien compris, qui en audition gendarmerie ne dit rien ou raconte que des contradictions. Et devant le juge d'instruction, il a demandé son droit au silence, bien accompagné par ses conseils. Donc il va falloir lui mettre devant lui des indices permettant petit à petit d'avancer, de lui faire reconnaître qu'il a bien amené cette gamine à cet endroit. Donc il faut qu'on établisse que lui-même était là. Parce que pour l'instant, il y a un corps qui est susceptible d'être celui de la jeune fille, mais il faut démontrer que lui était là. Alors, comme l'a rappelé votre journaliste, la voiture est partie à Pontoise, à l'Institut de recherche de la gendarmerie, et l'informatique embarquée, qui est plus ou moins important en fonction du modèle de voiture, va permettre de savoir où est-ce que cette voiture est passée, où est-ce que elle s'est arrêtée, combien de temps elle s'est arrêtée, est-ce que ça correspond à ce qu'il dit, est-ce que ça correspond à son portable. Et c'est en croisant l'ensemble de ces données que les enquêteurs vont pouvoir donner des bons éléments aux magistrats pour le faire parler. Jacques Morel, et puis il y a aussi la question de l'identification du corps. Là, il y a des prélèvements, il y a aussi une identification visuelle qui peut être effectuée par des proches de la jeune fille, de la petite fille, pardon, c'est pas une jeune fille, c'est une petite. Tout à fait. S'agissant d'un corps, si vous voulez, si c'est bien celui de la jeune fille, mais enfin dans le Gers, il ne se passe rien, donc ça serait très étonnant que ce ne soit pas malheureusement le corps de la petite. En 6 jours de temps,
le corps est encore parfaitement reconnaissable, donc on ne peut pas infliger cette reconnaissance à la famille, mais des proches, des gens avec qui elle était à l'école, des enseignants. Il y a quelqu'un qui peut accepter, si vous voulez, de faire cette mission qui est particulièrement douloureuse, qui fait gagner du temps, parce que sinon, il faut comparer les ADN des parents avec l'ADN du corps qui a été découvert. Ça va partir dans un laboratoire, ça met quand même quelques heures. Pendant ce temps-là, l'enquête ne peut pas avancer à la même vitesse. D'accord, donc il y a ces analyses qui sont en train d'être menées et le périmètre qui est ratissé où chaque brin d'herbe sera analysé par les spécialistes de la gendarmerie pour tenter de reconstituer, comme vous l'avez dit, cet itinéraire qui aurait pu conduire le principal suspect, Mathieu Devez, à cet acte abominable. On rappelle peut-être le pédigré, le profil de l'individu de 41 ans qui est toujours présumé innocent à l'heure où l'on se parle. Exactement, il s'appelle Jérôme Barilla, il a 41 ans, il est père de 2 enfants et c'est notamment le père de la meilleure amie de Liana. Alors son pédigré, un premier signalement, c'était en 2017, après avoir eu une relation avec une fille de 17 ans. Lui, il en avait 32 ans. Comportement inapproprié, cette fois-ci avec une lycéenne. Ça, c'était en 2020. Il a donc été licencié. Il était agent d'entretien dans plusieurs lycées. Et puis la première plainte. La première plainte, elle remonte à 2022, plainte pour viol, classée sans suite. Et là, on parle quand même d'une enfant de 7 ans. 7 ans et déjà dans une pyjama party. Deuxième plainte pour viol dont l'enquête est encore en cours. C'est cette fameuse plainte, vous savez, 9 mois avant de l'auditionner. Il n'a pas été auditionné concernant cette plainte pour viol suite à un transfert de dossier entre 2 parquets. On en a parlé. Et puis, troisième plainte déposée hier, donc là encore pour viol. On va écouter le témoignage de la maman de Liana. Alors, je vous précise que ce témoignage a été fait hier, évidemment, bien avant qu'on sache qu'un corps a été retrouvé. Mais c'est important de savoir qu'il y avait une proximité avec l'homme qui est en garde à vue, que Liana connaissait très bien. Vous l'avez dit, Mathieu Devez, c'était le père de sa meilleure amie. Exactement. Elle le voyait tous les jours. Elle avait fait effectivement plusieurs soirées avec lui. Écoutons le témoignage de la maman de Liana, à laquelle on pense évidemment ce soir. À la base, il avait même nos coordonnées. Elle est montée avec lui, elle le connaissait. Oui, ça me surprend qu'elle soit montée avec lui. Voilà, apparemment, de ce qu'on a appris, de tout ce qui a été dit, il venait au collège, devant le collège tous les matins. Liana, donc, qui descend du bus pour aller dans le collège, le voyait tous les matins. Il amenait des goûters à Liana tous les jours. Et pas qu'à Liana, du coup. Liana, quand elle est sortie de la soirée pyjama, elle nous avait dit qu'il lui avait acheté une pizza rien que pour elle, qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle. Et la façon qu'elle me l'a expliqué, donc forcément on a demandé si ça avait été plus loin. Elle nous a regardé un peu choqués sans trop comprendre de quoi on parlait. Donc elle m'a dit que non, il avait juste joué avec elle comme un papa jouerait avec sa fille, quoi. Voilà, ce qui est terrible, c'est d'entendre cette maman qui a été prévenue, donc à l'heure où on se parle, qu'un corps a été découvert. Éric Nolot. D'abord une pensée pour elle et toute la famille, parce qu'ils vivent depuis une semaine dans un monde glacé. La terre s'est ouverte sous leurs pas. Ensuite, ce qui différencie un fait divers d'un fait de société, c'est que le fait divers, d'un fait divers émane une impression de fatalité, c'est tombé là plutôt qu'ailleurs. Tandis qu'un fait de société, on se dit qu'il aurait pu être évité. Et la déclaration de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux tout à l'heure, a en quelque sorte officialisé qu'il s'agissait d'un fait de société, s'était produit un dysfonctionnement, quelque chose d'anormal. Si les choses avaient été conduites dans les règles, cette Liana serait encore vivante. Donc ça accentue encore la douleur et puis notre consternation. Bien sûr. On va écouter là une amie de Liana. Pareil, le témoignage a été effectué avant qu'on sache qu'un corps a été découvert, recueilli par les équipes d'Europe 1. Confirme exactement ce qu'a dit la maman, c'est que la petite connaissait très bien le principal suspect, qu'elle allait régulièrement dans sa voiture. On l'écoute. Tous les matins, elle sortait du bus et elle allait voir le papa de Sophia et Sophia dans la voiture. Le papa de Sophia était toujours garé à la même place, un peu éloigné de la porte du collège. Et elle y restait à environ 20 à 30 minutes. Et c'était vraiment tous les matins. J'ai jamais vu la maman de Sophia. Pour moi, ça me paraissait pas anormal parce que je pensais que ses parents le savaient. Sauf que ses parents ne le savaient pas.
Voilà, pour ces témoignages, Catherine Ney, on est saisi d'horreur, évidemment, ce soir. Oui, mais c'est ça qui est très troublant, parce que les parents avaient mis en garde la petite fille sur la soirée pyjama en lui posant des questions qu'elle ne comprenait pas. Mais apparemment, la petite fille voyait tous les matins le père de son ami et son ami et n'en disait rien à ses parents. Est-ce qu'elle ne leur disait rien pour ne pas les alerter? Ou parce qu'il lui demandait de ne rien dire. Ou parce qu'il lui demandait de ne rien dire? Quel était le rôle de sa meilleure amie? Est-ce qu'elle-même était complice du père? Est-ce qu'elle était sous sa domination? Quelle relation elle avait avec ce père? Ça, on ne sait pas non plus. À 11 ans, on ne peut être que sous la domination de son père. Oui, oui, mais enfin voilà. Et donc, cette petite fille, elle cachait quelque chose à ses parents. Bien sûr. Mais vous Parce savez, que tous les matins, si elle restait 20 minutes dans une voiture et qu'il lui apportait tous les matins un goûter, qu'elle ne l'ait pas dit à sa mère, qu'il a découvert avec le témoignage d'une autre amie, il y a quelque chose d'assez trouble qui montre que cet homme avait déjà une énorme emprise sur elle. Une emprise, et c'est le système de tous les prédateurs, Oui. en fait, qui disent c'est notre secret, ne le dis à personne, ça reste entre nous, je te fais confiance. C'est absolument implacable, cette mécanique, en fait. Et attendons encore une fois de voir les résultats de l'enquête, Louis de Ragnel, mais là c'est vrai qu'on a un faisceau d'indices, on attend la confirmation évidemment, même si elle tombe tard dans la nuit, mais ça serait un séisme, et on va écouter dans un instant Gérald Darmanin. Ce qui est vrai, c'est qu'indépendamment de ce qu'on va peut-être apprendre dans les prochaines minutes, le comportement de ce monsieur n'est absolument pas normal avec un enfant. Il y a eu des dysfonctionnements qui ont été établis avec des problèmes de transmission d'informations d'un parquet à l'autre, problèmes de transmission aussi de signalement, des questions aussi qu'on peut se poser sur des classements sans suite qui ont été décidés par la justice. Et donc voilà, c'est un peu aussi toutes les questions maintenant pour lesquelles on attend des réponses et puis des solutions. Et je pense qu'au-delà de, même si l'affaire est en cours, je pense qu'il faudra essayer d'en tirer des conséquences même sur le fonctionnement de la justice, la transmission des signalements entre un établissement scolaire, la transmission des dossiers d'un parquet à l'autre, sur tout ce qui touche aux prédateurs sexuels, agressions sexuelles, viols. Et inéluctablement, on le voit bien et on l'a vu, on peut honnêtement dresser un parallèle, même si les affaires n'ont rien à voir, mais avec ce qui s'est passé dans le périscolaire, où il y a des dysfonctionnements un peu, pas de la même nature, mais avec en tout cas des gens qui ont alerté mais qui n'ont pas frappé à la bonne porte, des gens qui ont mal réagi quand ils ont eu connaissance de ce type de fait. Et je pense qu'en France, on a un retard immense sur l'appréhension de ce type de fait, et où très souvent, l'impression que ça donne, c'est que la justice a traité ça. Je n'incrimine pas les personnes qui ont rendu ces décisions, mais la manière de traiter le suivi de cette personne montre que c'était traité un peu, voilà, comme si c'était pas si grave que ça, comme si pas prioritaire en tout cas. C'était pas quelque chose de prioritaire. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien, ce sont des dossiers prioritaires. Toutes les personnes qui témoignent, qui ont subi des agressions sexuelles, des viols, traînent ça comme un boulet toute leur vie. Donc voilà, c'est pas un petit sujet. Jacques Morel, un dernier mot. 9 mois entre le dépôt de plainte d'une autre petite fille violée par ce même individu et la disparition de Liana. Il y a évidemment des dysfonctionnements. Il y a un espèce d'itinéraire de ce dossier entre Toulouse, Auch, puis la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ces dossiers-là soient traités en priorité et qu'on protège nos enfants? Si vous voulez, à l'époque de l'intelligence artificielle et de l'informatique, on pourrait penser que des procédures comme ça passent d'un parquet à l'autre par voie électronique. Déjà, on gagnerait beaucoup de délais. Et que deuxièmement, entre les enquêteurs, si vous voulez, et les magistrats, les contacts fassent que sur un dossier qui doit être identifié comme étant urgent et criminel, ça aille plus vite. Bien sûr. Jacques Morel, je me tourne vers Mathieu Devez. On a le communiqué du procureur d'Agen. Que dit-il ? Exactement. Information que je découvre à l'instant. Communiqué du procureur de la République d'Agen. Ce jour, 4 juin 2026 après-midi, les actions de recherche de Liana menées par les gendarmes les ont conduits à se transporter dans l'est du département du Gers et sur les lieux d'une exploitation agricole. Sur celle-ci, dans un espace écarté d'une vue directe, le corps paraissant être celui d'un enfant a été retrouvé porteur de vêtements, écoutez bien, similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition. D'importants moyens de préservation des lieux ont été déployés par les services chargés de l'enquête.
Ordonnée par Madame la juge d'instruction, une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures afin de parvenir à identifier formellement le corps et proposer des conclusions médico-légales sur les causes de la mort de cet enfant. Aucune autre information ne sera donnée avant la réalisation de cet acte, donc de l'autopsie. Il est 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec cette terrible confirmation faite à l'instant par le procureur d'Agen. Le corps retrouvé dans le Gers est bien celui d'un enfant porteur de vêtements similaires à ceux de Liana. Jacques Morel, le doute n'est plus permis désormais. Oui, tout à fait. Donc on arrive maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la reconnaissance par un proche ou le fait que la personne porte les mêmes vêtements, ça ne peut pas être une coïncidence. Donc malheureusement, c'est bien le corps de la petite. Donc maintenant, il va y avoir une autopsie qui va permettre d'établir les causes de la mort. Est-ce qu'elle a reçu des coups? Est-ce qu'elle a été étouffée? Et il faut absolument que les techniciens de police scientifique puissent faire un certain nombre de prélèvements, aussi bien sur les vêtements que sur les affaires de cet enfant, de façon à établir que l'ADN et les traces du suspect se trouvent là, ce qui l'obligera à reconnaître qu'il est bienvenu dans cette exploitation agricole et que c'est donc lui qui va devoir expliquer pour quelle raison, partant de l'établissement scolaire pour aller à la piscine, on le retrouve dans une exploitation agricole avec cette gamine où elle est retrouvée décédée, quoi. Hein. Bien sûr, Jacques Morel, général de gendarmerie, ancien chef de section de recherche de Versailles, vous restez avec nous. Éric Nolot, on est en colère ce soir, on est attristé et très en colère. On est pris par un sentiment d'horreur, on se trouve devant le mal absolu, et puis il y a une deuxième réflexion qui vient, tout ça aurait pu être évité. Évidemment. Tout ça avec un fonctionnement normal de certaines institutions, donc on ne peut pas se mettre à la place de la famille, mais on se dit que ça doit tourner dans leur tête en disant que leur vie est fichue, mais que ça dépendait de quelques personnes qu'elles ne le soient pas. Voilà. Et à chaque fois, on fait le même raisonnement, on se dit que ça serve au moins à quelque chose, que voilà, qu'on change les manières de faire. Mais là, c'est une affaire qui sera une affaire exemplaire, parce que cet homme, qu'il n'ait pas été convoqué, qu'il n'ait pas été entendu, alors que pesaient sur lui des accusations si graves, c'est incompréhensible. Bien sûr. Non seulement pour la famille, mais pour nous tous. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. Philippe Boxot est avec nous en ligne. Vous êtes médecin légiste. Bonsoir à vous, docteur. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, il y a des légistes auprès du corps de cet enfant qui a été retrouvé? Qu'est-ce qui se passe au niveau des analyses? Alors, normalement, il y a des légistes, et les légistes ne vont pouvoir intervenir que lorsque le laboratoire leur dira que l'ADN est safe, c'est-à-dire qu'ils ne risquent pas de la contaminer en touchant le corps de l'enfant, en le manipulant. Hein. Ça, c'est hyper important, parce que les traces et les indices, il faudra les faire parler à un moment donné, et donc il y a nécessairement des précautions à prendre. Donc nous allons intervenir, les médecins légistes vont intervenir dès que le labo leur permettra de le faire, et le rôle des médecins légistes sera triple. Le premier sera d'identifier l'enfant. Hein. Évidemment, il y a le vêtement. Évidemment, il y a peut-être un bijou, quelque chose comme ça, qui permettra de déjà donner une piste. Mais l'identification vraie, l'identification formelle, c'est souvent par l'ADN qu'on l'a, en tout cas dans les affaires que j'ai eu à traiter qui mettaient en cause des enfants. C'est ainsi qu'on a été absolument certain de qui il s'agissait. Évidemment, on peut faire aussi une expertise dentaire si l'enfant a été soigné sur le plan dentaire, qu'il a un dossier dentaire chez un dentiste. On pourra comparer les dents, ça va très vite, et ça permet d'avoir déjà de très très bonnes indications. Et puis, à côté de ça, pour nous, ce qui est important, c'est d'évaluer le moment du décès, et ça dépend essentiellement des techniques de conservation du corps, c'est de l'endroit où il était, de la température qu'il a subie, est-ce que cette température était constante ou pas. Enfin, il y a beaucoup de données qui entrent en ligne de compte, est-ce qu'il y avait des mouches, des insectes qui permettraient d'avoir une bonne fiabilité pratiquement au jour près, dans le meilleur des cas, du moment du décès. Et puis, évidemment, et bien sûr, trouver la cause du décès. Et là, l'enfant a disparu depuis 7 jours. Je ne sais pas quelles sont ses conditions de conservation, mais malheureusement, il est possible que la putréfaction ait déjà commencé à agir et qui va rendre le travail de médecin légiste plus difficile, mais pas impossible. On est rodés. Nous sommes rodés à ce genre de choses. C'est notre métier et croyez-moi, on le connaît bien. Vous êtes médecin légiste. Un dernier mot sur les analyses ADN. On compare en fait l'ADN du corps à l'ADN de la famille, de la maman en règle générale, c'est bien cela? Alors ça dépend.
dépend. Si on a des éléments, style brosse à dents par exemple, qui n'appartiennent qu'à la fillette, dont on est certain que c'est elle qui s'en servait, si on a son oreiller, on a des cheveux. Sur sa brosse à dents, on a des cellules buccales. On a en fait sans doute des éléments qui permettront d'avoir l'ADN de la fillette, directement, sans passer par les parents. Alors ça, c'est très bien. Sinon, on passe par les parents, on fait l'ADN du papa, de la maman, et on compare et on voit si ça peut être leur enfant ou pas. Bien sûr. Et tout ça prend un certain temps, évidemment, ces analyses ADN prennent plusieurs heures, voire jours, c'est cela, docteur? Alors, oui, si on se concentre sur l'ADN, c'est-à-dire qu'on arrête toute la chaîne, qu'on arrête toutes les affaires en cours et qu'on ne fait plus que cette expertise-là, ça prend quelques heures. Quelques heures. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur les Je vous en procédures prie. qui sont en cours. Jacques Morel, je me tourne encore vers vous, puisque vous êtes ancien chef de section de la recherche de Versailles. On imagine le désarroi de la famille qui a été prévenue. D'abord, un corps a été retrouvé, puis dans un deuxième temps, que ce corps est celui d'un enfant qui portait les mêmes vêtements que Liana. Comment est-ce qu'on procède tout simplement dans ces cas-là? On va sûrement confier ça, si vous voulez, à des militaires qui connaissent la famille. Hein. Il y a une brigade de gendarmerie à l'endroit où ça se passe. On y met souvent des personnels féminins. Hein. Vous savez que la gendarmerie s'est beaucoup féminisée. Bon, les femmes ont une façon de parler avec une maman qui est sûrement plus adaptée pour les bonnes ou les mauvaises nouvelles. Là, malheureusement, ce sont des mauvaises nouvelles. Ils vont y aller par étapes en disant, bon, on n'a pas encore la certitude, mais il semblerait, il y a des vêtements qui ressemblent à ceux de votre fille. Il faut y aller malheureusement par étapes. Il ne faut pas être brutal. Mais je crois que la famille, depuis 6 jours, leur enfant n'est pas là. Petit à petit, les enquêteurs, depuis 6 jours, ont dit, vous savez... c'est extrêmement préoccupant. Elle n'a jamais fait de fugue, elle a 11 ans. Ce monsieur qui a été à son contact, malheureusement, il est connu dans des affaires où il ne s'est pas bien comporté vis-à-vis d'enfants. Enfin, il y a tout un discours à tenir, c'est-à-dire sans utiliser les mots qui font mal, d'amener les gens eux-mêmes à les formuler. Bien entendu. Catherine Ney, on est dans un cas de figure terrible, encore une fois, avec une enfant retrouvée dans un silo, comme le disait Mathieu Devez, avec un individu qui est en garde à vue, qui a un pédigré extrêmement éloquent. Toutes les questions vont être posées. Désormais, on va écouter le garde des Sceaux dans un instant. Mais là, il y a eu des dysfonctionnements à l'évidence. Ah ça, il y a eu des dysfonctionnements, mais dans cette enquête, finalement, il y avait le suspect tout de suite. Et la victime, et voilà. Et la victime, aujourd'hui, là, tout ce que l'on sait, même si on ne reconnaît pas le corps, parce que c'est vrai, il a fait très chaud dans le Gers tous ces temps-ci. Alors, je ne sais pas si le corps était dissimulé, s'il était à l'air, on ne sait pas dans quelles conditions. Mais pour les parents, d'ailleurs, je pense venir reconnaître une petite fille qu'ils ont vue partir le matin en jouet, voilà, en pleine santé, et de retrouver quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas, si selon ses habits, c'est une tragédie avec des visions d'horreur qu'on garde toute sa vie, dont on ne se remet pas. Donc, on pense à eux, mais c'était une affaire relativement simple, parce que quelquefois, il y a des disparitions. Il y a 3 ans, c'était Lina, qui avait 15 ans, qui allait prendre le train. Ben, on a suspecté, y compris son petit ami, est-ce que c'était lui-là? Et il n'y avait pas de suspect. Tandis que là, c'est une affaire où il y a un suspect tout de suite. Tout de suite. Et qu'il y a des antécédents, des suspicions, et c'est vrai qu'un homme, enfin près de l'école, tous les matins, qui est cette petite fille qui allait le voir dans cette... Voilà, que personne n'y ait fait attention aussi. Bien sûr. Peut-être que c'était normal. Mais c'est ça. Mais en fait, ça ne l'était pas du tout. Vous voyez. Et puis le rôle de son ami qui maintenant va devoir souffrir d'ailleurs de la mort de son ami. Si son père est... Vous voyez, c'est 2 familles qui sont totalement... Ils sont brisées. Dévasté. Corentin Alonso et Manu Steiner sont à Puy-Casquier, l'endroit où se trouve le corps qui a été retrouvé. Rebonsoir Corentin. Il y a un périmètre de sécurité très large qui a été établi par la gendarmerie. Expliquez-nous un peu.
Oui, Laurence, la zone est bouclée tout simplement depuis que nous sommes arrivés ici aux alentours de 16h30. Cette route entre Puy-Casquier et Mirepoix est donc bouclée car le corps aurait donc été retrouvé sur cette route. C'est en tout cas ce qui coïncide avec les indications données par le parquet d'Agen qui parle d'une exploitation agricole à l'est du département du Gers. Il faut savoir ici que sur cette route, nous sommes dans une zone vallonnée et boisée avec des bois mais aussi beaucoup de champs et que donc ce corps se situe à une quinzaine de minutes, une quinzaine de kilomètres de la piscine municipale, dernier lieu où a été aperçue Liana, mais qu'il se situe également à 10 minutes de Montestruc sur Gers, donc ville où réside le principal suspect, Jérôme Barella. Donc ce corps, on vient de l'apprendre par le parquet d'Agen, donc avec des similitudes avec le corps de Liana, un corps d'un enfant, et ensuite il portait apparemment des vêtements similaires à ceux de la jeune collégienne au moment de sa disparition. On imagine, donc on a pu échanger tous ces derniers jours avec les habitants de Fleurance. On imagine aujourd'hui leur émotion. Évidemment, merci beaucoup Corentin Alonso Malo-Steiner. On sera tout à l'heure avec Charles Bouchin d'Europe 1 qui se trouve lui à Fleurance, la ville où se trouvait le collège de la petite Liana. On va revenir sur cette chaîne de la justice qui évidemment a montré des défaillances. Écoutons Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui était en déplacement aujourd'hui et qui a réagi à cette affaire en se disant terrifié par l'horreur de cette découverte. Comme ministre, je suis terrifié, comme père de famille encore plus, par ce drame ignoble qui est en train de se dérouler. La personne qui, pour l'instant, est suspectée, qui est placée en détention provisoire, a manifestement des antécédents, même s'il n'a jamais été condamné pour les plaintes. Elles ont été classées. Et on peut se poser un certain nombre de questions sur pourquoi cette personne, qui manifestement a des graves soupçons de violence ou de violence sexuelle sur les mineurs, n'a pas été mis hors de portée de jeunes, et notamment de cette jeune fille. Voilà la légitime interrogation du garde des Sceaux, Louis de Ragnel, Gérald Darmanin, qui dit pourquoi cet individu n'a pas été tenu hors de portée des enfants. Mais c'est précisément le rôle de la justice. Alors je pense que pour Gérald Darmanin, qui est garde des Sceaux, donc qui est ministre de tutelle de l'administration pénitentiaire, de tout le ministère de la Justice, je pense qu'il adresse aussi un message à sa propre administration, puisque d'ailleurs il a lancé une mission d'inspection au ministère de la Justice. Le problème de ce type de mission d'inspection, c'est que ça va prendre énormément de temps. On saura, et très souvent, je m'appuie sur les précédentes missions d'inspection qui ont été lancées lorsqu'il y avait des affaires médiatiques qui choquaient, qui heurtaient l'opinion publique, où on ne comprenait pas tout. Et bien souvent, l'administration se protège. Donc je ne sais pas si une mission d'inspection est la mesure suffisante pour à la fois comprendre les dysfonctionnements et ensuite surtout essayer de trouver des solutions. Parce que tout l'enjeu, le problème, c'est j'entends Louis, mais là, en fait, c'est tout ce que les Français ne supportent plus. C'est-à-dire qu'on a un individu qui est connu, qui a commis des viols sur des mineurs, qu'on n'interroge pas. Le dossier se perd entre deux juridictions. On ne l'interroge même pas. Et résultat, on a le cadavre d'une enfant qui est retrouvé ce soir. C'est terminé. On nous a fait le coup à chaque fois. Laurence, on va faire des lois, on va changer les choses, et rien ne change. Et ce sont nos enfants qui ne sont pas protégés. C'est insupportable. Il n'y a qu'un seul type de commission un peu indépendante qui peut faire bouger les choses, ce sont les commissions d'enquête parlementaires. Mais c'est trop tard. Oui, non, mais je sais bien. Mais aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui puisse ne plus se reproduire, en tout cas que les dysfonctionnements qu'on voit aujourd'hui puissent ne plus jamais exister dans une autre affaire. Je sais que vous partagez cette colère avec Nolot, mais les Français sont outrés. Ils en ont ras-le-bol de cela. Oui, puis moi, je ne peux pas m'empêcher de faire l'aller-retour mental entre les témoignages de nos spécialistes qui nous disent voilà comment se passe une enquête, voilà comment se passe une procédure, voilà comment se passe une autopsie, et puis ce que ça a comme retentissement chez la famille. Voilà. Donc eux, on peut leur expliquer qu'en effet, il y a des dysfonctionnements, que ça aurait pu se passer autrement. Je ne sais pas comment ils peuvent recevoir quelque chose comme ça. Le propre garde des Sceaux qui dit il y a quelque chose qui ne va pas, qui a résumé en 3 phrases en fait le fond de l'affaire. Et non, vous dites c'est insupportable. Le garde des Sceaux lui-même trouve ça insupportable. Si rien ne change après ça, c'est vraiment à désespérer. Mais malheureusement, on en a le soupçon. On a été rejoint par Fabien Van Emmelrich. Bonsoir à vous. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Alliance Police Nationale. Quelle est votre réaction ce soir ?
Bah écoutez, malheureusement, je crois qu'autour du plateau, on a tous la même. C'est le sentiment qu'ont tous les Français. Il se passe aujourd'hui ce drame absolu. Il y en aura encore malheureusement d'autres parce qu'on ne fait que parler, on n'agit jamais. Le signal politique qui est donné est mauvais. On donne des explications, on dit tout le monde est outré, mais tout le monde sait réellement comment ça se passe. Et tout le monde sait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de la justice. Et aujourd'hui, sous le prétexte de l'indépendance de la justice, on se permet de laisser les uns les autres faire tout et n'importe quoi. Et on arrive à des drames, et vous avez raison, ce que vous dites. Moi, je pense aux parents. Voilà. On est tous, enfin beaucoup d'entre nous sont parents, et on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui n'aurait pas dû arriver, mais comme d'autres situations. Et alors là, c'est un événement dramatique, mais dans le quotidien, pour des choses moins graves, heureusement, c'est la même chose. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a dénoncé dernièrement, notamment pour le PSG. Bien sûr. Évidemment, vous étiez là pour parler de ces violences post-victoire du PSG, mais on va rester, si vous le permettez, sur ce drame absolu, comme vous le qualifiez. 9 mois entre un dépôt de plainte pour un viol sur une enfant de 11 ans, et 9 mois après, on se retrouve avec le principal suspect qui n'a même pas été auditionné par les enquêteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de délai, Fabien Van Emmelrich? Mais c'est ce que vous vivez tous les jours? Ça m'inspire la réalité, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui pour plein d'événements complètement différents. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on a des dossiers qui prennent un temps fou, on est loin de l'immédiateté de la peine qu'on devrait avoir pour quel que soit d'ailleurs le crime et délit. On est englué dans un système administratif, on ne demande pas assez, même s'il y aura sûrement une enquête, donc on ne va pas polémiquer, mais on ne demande sûrement pas assez des explications aux uns et aux autres. Nos juges, par exemple, nos magistrats, n'ont pas le devoir de s'expliquer. À chaque fois, c'est la même chose. Un procureur va vous donner une peine, souvent importante, parce que le procureur est là pour exprimer une certaine fermeté. Et en effet, quelquefois, ça arrive malgré tout. Et vous avez le magistrat de siège qui se permet de donner, pas l'opposé, mais presque. Et personne ne lui demande des explications. Et c'est la seule institution en France, contrairement aux policiers, mais à l'institution hospitalière et autres, qui ne s'explique jamais d'une situation. Ne rend pas compte, absolument. Louis de Ragnel, il est 18h31, on est en édition spéciale sur CNews et Europe 1. La colère des Français, elle est énorme ce soir. Quand un enfant meurt dans ces conditions, on se dit qu'il y a eu des défaillances, que c'est le gouvernement et l'État, on va dire, plutôt que le gouvernement qui n'a pas su la protéger. Et il semblerait qu'à Matignon et du côté du Premier ministre, on entende cela. Oui, absolument. Un déplacement était prévu demain de Sébastien Lecornu dans la prison de Vendin-le-Vieil. Eh bien, le déplacement est annulé et à la place, le Premier ministre va recevoir le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour parler justement de ces dysfonctionnements et ensuite essayer de trouver des solutions pour que ça se reproduise plus jamais. Mais je pense que ça ne satisfera toujours pas les Français. Mais bien sûr, ça ne sert à rien. C'est de la communication. À l'image de la colère que vous évoquez vous-même, que vous portez que je porte, oui. Absolument. Je pense que les Français se disent que maintenant, il y en a un peu marre de toutes ces réunions qui sont là pour ils vont nous donner refaire le coup combien de fois? C'est de la communication. Bien sûr. Les gens veulent vraiment du changement. Je sais que ça n'a rien à voir, mais ce qui s'est passé après le Stade de France, de la même manière, les Français ne veulent plus de réunions. Les Français ont tous un avis sur ce qu'il faut changer. Les gens ont très bien compris aussi, là, les dysfonctionnements, l'état des dysfonctionnements qui ont été très bien développés par Fabien Van Emmelrich, notamment au sein du ministère de la Justice. Donc, ça montre aussi la prise de conscience politique du fait que ce drame émeut tous les Français. Bien sûr. Et on ne peut plus créditer désormais ceux qui nous dirigent, Éric Nolot, à grands coups de réunions, à grands coups de commissions. C'est terminé, en fait. Les Français ne peuvent plus accepter cela. Et pardon, mais la présidentielle de 2027, elle va aussi se jouer sur ces enjeux-là. Évidemment, mais d'ailleurs, c'est souhaitable. C'est souhaitable qu'on fasse porter la présidentielle sur des enjeux qui touchent à ce point les Français. On peut faire un sondage, vous allez voir qu'une extrême majorité des Français le portent. Mais surtout, on fait un rapprochement avec des faits moins graves, mais quand même spectaculaires, qui sont les émeutes qui ont suivi le match du Paris Saint-Germain. On voit bien que c'est un dysfonctionnement global, en réalité. Qu'il y a un mépris des victimes, qu'il y a au contraire une grande attention portée aux coupables. Voilà, et c'est cette philosophie qu'il faut renverser. Est-ce que la présidentielle le permettra? Moi, je le souhaite, mais je me méfie un peu parce que on a constaté dans le passé que l'émotion retombe assez vite
qu'on passe à autre chose. Vous croyez que sur Lola, c'est retombé? Moi, je ne crois pas. Sur Elias, vous croyez que c'est retombé? Je ne crois pas. Sur Lina, vous avez je vu crois beaucoup pas. de Mais là où Éric Nolot a raison, Laurent, c'est qu'à chaque fois, on nous dit qu'il ne faut pas réagir. Tout ça se sédimente et le ras-le-bol, il est total. Je suis d'accord avec vous, mais à chaque fois, on nous dit qu'il ne faut pas réagir à chaud, qu'il faut laisser le temps de l'émotion, qu'il ne faut pas par respect pour la famille. On nous raconte à chaque fois, c'est la même communication. Et ce qui est vrai, c'est que malheureusement, dans les faits, on passe à autre chose. En tout cas, le pouvoir politique passe à autre chose. Mais les Français, non. Et un drame. Ne confondez pas le pouvoir politique et les Français, Louis. Et les Français, eux, ne passent pas à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle ils sont très très durs à l'égard de la classe politique. Ce sont les enfants du peuple qui meurent. Et je suis d'accord avec vous. Ce sont les enfants. Et ils en veulent énormément. Ils sont très durs avec la classe politique pour cette raison notamment. Fabien Vandenelric, encore une réunion. Encore une réunion. Encore de la com. Mais jusqu'à quand on va gouverner ce pays comme ça? Mais malheureusement, c'est pas faute de le dénoncer pour plein de raisons et on n'avance pas. Alors ouais, je suis d'accord avec vous. Encore une réunion, encore une commission, encore des paroles derrière cette commission. On va annoncer plein de choses. On va être intraitable, c'est inqualifiable. Je vais vous donner. C'est fini ça. Rappelez-vous 2021, on avait obtenu enfin l'observatoire de la réponse pénale, comme on parle de la justice. C'est la peine encourue, la peine prononcée, la peine réellement effectuée. Et là, on voit la preuve à l'appui que ça ne va pas dans la justice. Ça a été communiqué en 2021 par M. Darmanin. Depuis 2021, on s'est aperçu que les chiffres, c'était vraiment pas bon. Plus jamais ça a été communiqué. Donc il n'y a pas de transparence de cette justice-là où aujourd'hui, tout le monde sait qu'on joue sur les mots. Et nos politiques ne nous disent pas la vérité. C'est ça le débat. Ils nous arrivent à essayer d'exprimer le contraire alors que tout le monde sait que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire quand on nous dit qu'il y a des peines de prison ferme d'exécuter, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des aménagements de peine derrière et les gens ne vont pas en prison. Quand un procureur demande 12 mois ferme pour un agresseur de policier, j'ai des exemples encore sur l'histoire du PSG où le juge derrière donne la relaxe. Alors que normalement, quand vous agressez un policier, vous risquez 7 ans. Donc de 7 ans, vous passez à 12 mois et de 12 mois, vous passez à 0. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a eu 890 interpellés sur ce coup-là. Là, la prochaine fois, il y en aura 1200 et on pourra mettre 25 000 flics dans la rue, permettez-moi l'expression, et ben on n'avancera pas. Bien sûr. Il est 18h36. On évoque évidemment ce drame à côté de Fleurance, dans le Gers, puisque, je vous le rappelle, un corps a été retrouvé, le corps d'un enfant, a priori avec les mêmes vêtements que la jeune Liana, et qu'il y a de fortes probabilités désormais qu'il s'agisse de son corps. On va revenir avec vous, Mathieu Devez, sur le profil du principal suspect, qui est toujours présumé innocent. Il faut évidemment le rappeler à chaque fois. Un homme bien connu de la justice, mais qui n'a jamais été condamné, malgré les graves soupçons qui pesaient sur lui. Oui, il a un casier judiciaire qui est vierge. Alors cet homme, il a 41 ans, il s'appelle Jérôme Barella. C'est le père de la meilleure amie de Liana. Alors, concernant ces affaires, un premier signalement, pas une plainte, mais c'était en 2017, par la mère d'une adolescente de 17 ans qui a eu une relation, semble-t-il, consentie avec cet homme. Il était quand même âgé à l'époque de 32 ans. Et puis comportement inapproprié. Il avait harcelé à plusieurs reprises une lycéenne en 2020, alors qu'il travaillait dans plusieurs lycées dans le Gers. Il était notamment agent d'entretien dans ces lycées. Et puis là, il a été licencié quand même. Et puis la première plainte pour viol, elle date de 2022. Plainte qui avait été classée sans suite. Mais on a appris hier par la procureure de la République d'Auch que cette plainte va être réétudiée. C'était une enfant de 7 ans. Au cours de l'année donc 2020, qui aurait été, on va mettre du conditionnel, mais en tout cas comportement inapproprié, plainte pour viol. Là encore, c'était au domicile du suspect lors d'une pyjama party. Deuxième plainte pour viol, dont l'enquête est encore en cours. La fameuse plainte, vous savez, qui n'a pas conduit à l'audition du suspect. Deuxième plainte pour viol, donc ça c'était le 22 août 2025. Et puis la troisième plainte, elle a été déposée hier donc par un père de famille, et là encore au cours d'une pyjama party. Écoutons Michel Créoff, vice-présidente de l'Union pour l'enfance, qui nous explique que les lenteurs de la justice, c'est tous les jours dans des centaines de cas. L'affaire Iliana, ça serait une exception. Il dirait bon, c'est pas de chance. Sauf que la lenteur des enquêtes policières en matière de violences sexuelles sur mineurs et la lenteur de la justice, eh bien c'est tous les jours et c'est, je dirais, extrêmement répandu. Je pense que la question législative est en bonne marche. Mais une fois qu'on a fait la loi, comment on l'applique? Et alors là, il n'y a rien, ni dans les budgets, ni dans les organisations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un pilote? Est-ce qu'il y a une stratégie nationale avec tout le monde autour de la table?
Est-ce qu'il y a un pilote au niveau national de désigner pour pouvoir coordonner toutes les actions nécessaires? Pour l'instant, on ne voit rien. Pour cette vice-présidente de l'Union pour l'enfance, vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Ok, il y a des stratégies, mais concrètement, comment ça se traduit, Fabien Van Emmerik? Concrètement, on prend un temps fou parce qu'on ne fait rien pour nous faciliter le travail. Mes collègues d'investigation sont débordés, croulent sous les dossiers parce que plus ça va, plus il y a de problèmes comme ceux qu'on évoque. Et mes collègues n'arrivent plus à suivre avec des logiciels d'investigation obsolètes, mais qui sont complètement has-been, dignes d'un autre temps, avec une obligation encore de sortir, de ne pas travailler avec le numérique, interdiction évidemment de l'intelligence artificielle, on en est loin. On fait partie des pays, permettez-moi l'expression, c'est horrible de parler comme ça, mais du tiers-monde. C'est la police il y a 25 ans. Mes collègues d'investigation, il y a un malaise, vous le savez très bien, sur l'investigation où les effectifs sont saturés. Un enquêteur a 300 dossiers de retard à gauche sur son bureau, 300 dossiers de retard à droite. Et on crie aussi un alarme, et la seule chose que pour l'instant a été faite, c'est une prime d'investigation. Alors tant mieux la prime, mais c'est pas ça qui va améliorer les conditions de travail et faire avancer les dossiers. Et en plus, vous avez une charte Marianne, la fameuse charte de l'accueil du public, qui pourrit l'existence de tout le monde. Parce que pour faire plaisir aux gens, on accueille tout le monde au lieu de sélectionner évidemment la gravité des faits. Et comme vous recueillez tout le monde, et vous acceptez toutes les plaintes de tout le monde. Ces gens-là sont heureux, c'est normal, ils prennent leurs plaintes. Mais après, ils en veulent à qui? À la police, parce que dans 80% des cas, ils n'ont jamais de nouvelles de leurs plaintes. Alors ils disent quoi? Le flic, il est bien gentil, il a pris ma plainte, mais ça ne sert à rien parce que rien n'est fait. Mais c'est ça, c'est l'effet pervers d'une situation qu'aujourd'hui tout le monde vit. Jacques Morel, c'est la même chose pour la gendarmerie, vous êtes général de gendarmerie. Oui, alors là, on ne sait pas, si vous voulez, dans cette brigade du Gers, s'ils étaient dépassés par les procédures, parce que à la différence de la région parisienne ou des grandes villes, le Gers est encore un département relativement calme. Par contre, ce qu'on peut relever, si vous voulez, c'est que les enquêteurs, comme on le disait tout à l'heure, d'une brigade territoriale, ne sont pas forcément compétents pour traiter un dossier qui va aller au criminel, qui va aller devant une cour d'assises. Alors qu'à Auch, il y a une brigade des recherches avec une quinzaine de gendarmes qui sont, eux, des spécialistes de l'enquête et qui auraient pu peut-être diligenter des investigations plus rapidement parce qu'ils n'ont peut-être pas les nombreux dossiers dont on parle qui sont en attente sur leur bureau. Une brigade à 8, c'est un petit commissariat. C'est les accidents de circulation, c'est les vols de chéquiers, c'est les cambriolages, c'est les violences familiales. Donc, une fois que les gendarmes qui sont là-dedans ont traité tout ça, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps et de place pour traiter un dossier criminel. Donc, un dossier criminel, il doit aller dans une unité spécialisée. Éric Renaud, je vois réagir. Plus les éclairages se succèdent, plus on s'aperçoit que cette tragédie n'est en aucun cas une fatalité, mais le résultat presque logique d'un dysfonctionnement. Généralisé. Généralisé, c'est ça, c'est un dysfonctionnement global. Donc la réponse devrait être globale. Ce n'est pas la réunion prévue demain qui va accoucher de mesures suffisantes, évidemment. Écoutons le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, à nouveau. Il annonce une enquête administrative, une nouvelle enquête administrative. Il y en avait déjà une qui avait été lancée hier. Il affirme qu'il va prendre ses responsabilités. Une inspection conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice fera tous les éléments clairs. Pourquoi on met du temps à transmettre entre le parquet de Toulouse et le parquet d'Auch et pourquoi on le fait en papier, la suite de la plainte. Pourquoi, lorsque la procureure de la République demande de faire des actes d'enquête, manifestement, ils ne sont pas faits. Pourquoi on n'est pas intervenu alors que ça fait de longs mois qu'on a des plaintes contre ce monsieur. C'est tout à fait inacceptable. En tant que chef d'administration, je prendrai mes responsabilités, je rendrai public le rapport et je prendrai des sanctions. Je les proposerai, si je devais y en avoir, évidemment, ce qui me concerne, avec le Conseil supérieur de la magistrature. Des sanctions sont donc envisagées, Louis de Ragnel, contre qui? Des magistrats? Contre qu'est-ce que dit Gérald Darmanin? Des personnels du ministère de la Justice. Oui. Donc clairement, sont envisagés. Ensuite, vous savez, tout le génie de l'administration, ça va être d'expliquer qu'il y a une responsabilité collective et que donc personne individuellement n'est responsable. C'est tout un système qui voilà. On a déjà vu ça par le passé. Trop souvent. Et bon, je pense qu'il faut quand même saluer le fait que le garde des Sceaux ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir. Non, mais il y a 10 ans, je pense qu'un ministre de la Justice disait c'est pas mon histoire, ça c'est du local. Je pense l'émotion est nationale. Moi, à titre personnel, j'attends beaucoup, en tout cas, non pas de connaître les détails de cette affaire, mais de voir les dysfonctionnements systémiques pour surtout savoir quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour que ça ne se reproduise pas. C'est ça le fond du sujet. Catherine Ney.
Oui, mais après l'affaire Maïlis, on avait dit plus jamais ça. Et voilà, alors c'est pas tout à fait la même ampleur de délit parce que jusqu'à la découverte du corps. Ce drame d'aujourd'hui, il avait tué personne, il était juste, mais il pensait, comme il n'avait jamais été inquiété, que il avait. Mais bien entendu. Mais oui. Quand vous ne répondez pas à une plainte pour viol, vous n'arrêtez pas le violeur. Donc vous ne le ratez pas dans son parcours de délinquance et de criminalité. Mais s'il avait été convoqué, s'il avait dû s'expliquer, peut-être aurait-il eu peur et peut-être que ça aurait freiné ses mauvais instincts, ce qui n'est pas sûr non plus. Et là, voilà, c'est un enchaînement de... Alors c'est vrai qu'il y a à la fois une faute et une fatalité, parce que le comportement de la petite fille qui n'a pas signalé ce qui se passait tous les matins en allant... prouve d'ailleurs... Et très, ça pose beaucoup de questions. Signifiant. Oui. Parce qu'elle cachait quelque chose, peut-être, ou parce qu'elle avait peur de le dire. Enfin, c'est ça qu'il faudrait savoir et sûrement interroger aussi sa meilleure amie. Bien entendu. Fabien Van Emmelrich, vous êtes donc le secrétaire général d'Alliance Police Nationale. On entend enquête administrative, on entend que la justice va enquêter sur son propre fonctionnement. Qu'est-ce que ça peut donner ? Nous, il y a une expression qui dit qu'on tire le parapluie, c'est-à-dire que maintenant tout le monde il a raison de faire une enquête administrative, mais je ne doute pas de sa conviction pour la faire. Maintenant, tout le monde va se jeter la pierre, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est l'autre, et au final, malheureusement, ça sera un dysfonctionnement grave de plus. Et ce qui se passe aussi, c'est que le garde des Sceaux, il faut savoir quand même, tout le respect qu'on lui doit, quel que soit le ministre, il n'a aucun pouvoir. Ça, c'est la vraie version. Il n'a aucun pouvoir. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. Le garde des Sceaux, il fait des circulaires. Mais encore une fois, ce n'est pas dénigrant ce que je dis, c'est la vérité. Tout le monde s'en fout de ces circulaires. Parce que personne ne les applique ou personne, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Contrairement à nous à l'intérieur, où il y a quand même un effet pyramidal, où vous avez le ministre de l'Intérieur qui fait tomber une circulaire, et ensuite... D'accord ou pas d'accord, les syndicats sont là pour râler parfois, mais d'accord ou pas d'accord, tout le monde l'applique. C'est pas le cas. Ce qui est le cas pour M. Darmanin, j'avais déjà eu le cas et j'avais déjà discuté de nombreuses fois avec M. Dupond-Moretti, qui était quand même un peu différent de M. Darmanin, il le disait lui-même. Et pire, c'est dès qu'il commence à demander des explications aux uns et aux autres, on dépose plainte. On arrive à déposer plainte contre le garde des Sceaux, et c'est le garde des Sceaux qui à la fin est emmerdé. On est dans une situation où on a tellement un couvercle énorme qu'on ne peut plus rien faire. Ce système-là, le terme n'est pas bon, et je suis désolé, il n'est peut-être pas approprié, mais il est peut-être fort, mais il est verrouillé. Il est verrouillé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où c'est un groupuscule, que je ne citerai pas, ça évitera les dépôts de plainte, un groupuscule qui gère le ministère de la Justice, et quel que soit le garde des Sceaux, il ne fera pas de miracle, parce qu'il n'y a pas la volonté politique de changement dans sa globalité, comme disait M. Nolot. C'est incroyable ce que vous dites là, franchement. C'est très fort ce que vous dites quand même. C'est la réalité. Il y a un groupuscule qui empêche... mais tout le monde le sait. Oui, mais enfin... Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent quand même. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le disent parce que la différence entre nous peut-être et les autres, et moi je parle au nom de mon organisation, c'est que nous on n'appartient à personne. Et on dit ce qu'on veut quand on veut et personne ne peut nous tenir, entre guillemets, et nous empêcher de le dire. Alors évidemment, je ne vais pas me faire encore des amis ce soir, j'ai l'habitude. Et c'est pas grave, on est rodés, et comme tout le monde, on a aussi de très bons avocats. Mais... qu'on me dise une fois, et j'ai eu quelques discussions avec quelques ministres encore pas plus tard que ce matin, qu'on me dise une fois qu'on ment. Voilà, qu'on me prouve par A plus B que ce qu'on dit, nous, à la télé, c'est faux. Personne ne pourra le faire parce que ce qu'on dit, malheureusement, c'est vrai. Après, on pourra tergiverser sur les propos. Quand je dis que personne va en prison, on va me dire qu'il y a une centaine de déférés. Mais déférés, ça ne veut pas dire aller en prison, ça veut dire être présenté devant la justice. Quand on me dit qu'il y a de la prison ferme, ça ne veut pas dire qu'on va en prison pour autant, mais il y a des aménagements de peine avec des bracelets électroniques. Donc, à chaque fois, on va nous dire c'est scandaleux, on est un syndicat à droite de la droite, tout ce qu'on entend à longueur de temps, mais c'est pas grave. Nous, on assume parce que si aujourd'hui, nous qui savons, on ne le dit pas, vous l'avez dit, il y en a d'autres qui le disent, on n'est pas les héros, on n'est pas les meilleurs, les plus beaux, mais si nous, on ne le dit pas, personne ne le dit, donc autant dire les choses. Aujourd'hui, il y a une idéologie négative pour le citoyen, et quand je disais le problème de la police et la justice, c'est pas le problème de la police, même maintenant c'est le problème du citoyen. Les citoyens sont en danger. Des multirécidivistes dans la rue qui doivent être en prison, ne vont pas en prison, et vous les côtoyez tous les jours dans la rue, ces gens-là. Donc là, on parle d'un pseudo-primo-délinquant, et on fait bien vous avez bien fait de dire que c'est la présomption d'innocence, et elle doit être respectée, y compris d'ailleurs pour les policiers où elle est souvent bafouée. Mais c'est ça le sujet.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prisons sont pleines, la situation explose, on ne veut pas faire en sorte d'arranger la situation, à croire qu'on a envie de faire en sorte que ça dégénère encore plus. Vous avez un président de la République, dès qu'il se passe des choses graves, comme le PSG, où il dit « nous serons intraitables », et au final, quand on voit sa vision de l'intraitable, ça fait doucement rire, et ça fait rire tout le monde, mais tout le monde en a marre. Les gens veulent manifester tranquillement, les gens veulent exprimer leur joie tranquillement avec la victoire d'un... Regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, mais regardez Budapest. Il y a eu un match. Regardez les policiers à Budapest. Croyez-moi, ce n'est pas mes pauvres collègues qui ont subi encore la foudre et qui ont été encore 100% professionnels. On arrivait même à leur trouver 2 malheureux adolescents gravement blessés, parce que ça reste un drame, quel que soit l'adolescent d'ailleurs. Et évidemment, il y a une enquête qui est sur un déni de réalité. On est dans le déni de réalité à longueur de temps, et c'est ce qui se passe. Mais quand on parle au plan national, quand on se met à la place des Français, là on parle de la justice, on parle de la police, on parle de la santé, on parle de l'éducation nationale, on parle de tout en fait, Catherine. Et on a l'impression que plus rien ne fonctionne, tout est sclérosé dans ce pays. Oui, mais côté policier, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les manifestations, ils se trouvent face à des manifestants qui ont des tirs qui peuvent tirer au mortier, ce qui est à 50 mètres, et les atteindre, alors que le RLBD... C'est ça s'appelle comme ça, va à 30 mètres. Exact. Donc ils ne se battent pas à armes égales, donc c'est très très difficile. Mais monsieur a tout à fait raison de rappeler ce qui est arrivé à Dupond-Moretti, qui comme avocat avait pas mal houspillé les juges, notamment lorsqu'ils sortaient du droit, de l'application du droit. Quand même, ils n'ont pas accepté de l'avoir comme garde des Sceaux, ils ont tout fait pour le démolir, ils l'ont quand même mis en examen. Il y a une perquisition qui a duré 9 heures. Au ministère de la Justice, où ils n'ont rien trouvé. Donc la façon dont ils se sont comportés, cette minorité-là dont vous parlez, ça fait très peur. Il est 18h50, on va revenir évidemment à cette information dramatique que nous avons appris aux alentours de 17h. Mathieu Devez, un corps a été retrouvé, le corps d'un enfant qui porte les mêmes vêtements que Liana lorsqu'elle a disparu vendredi. Où a-t-il été retrouvé, dans quelles circonstances? À Puy-Casquier, c'est une commune située à l'est du département du Gers. On sait qu'il a été découvert dans une exploitation agricole, selon plusieurs informations concordantes. Il s'agirait d'un silo, vous savez, c'est un réservoir, immense réservoir où on stocke notamment des engins agricoles. Ce que l'on sait, c'est que ce corps qui a été découvert, il portait des vêtements similaires à ceux que portait Liana vendredi dernier, donc le jour de sa disparition. On sait qu'il n'y a pas de confirmation officielle pour l'instant du procureur de la République d'Agen qu'il s'agit bien de la petite Liana qui a été retrouvée aujourd'hui. Autopsie en cours, ça c'est important de le préciser, pour révéler notamment les causes du décès, s'il y a eu agression sexuelle, s'il y a eu acte de torture évidemment. Et c'est après cette autopsie qu'on aura une nouvelle communication du procureur de la République d'Agen. Et le suspect est toujours mis en examen pour séquestration, enlèvement et placé en détention provisoire, Laurence. Et Jacques Morel, ancien chef de section de la recherche de Versailles, les parents sont prévenus à l'heure évidemment où l'on se parle. De la découverte de ce corps et du fait qu'ils portent les mêmes vêtements que leur petite fille, on imagine? Oui, bien entendu. Donc, avec le ménagement qui s'impose, c'est-à-dire de progresser dans la connaissance des informations qu'on leur donne et de leur faire prendre connaissance eux-mêmes des mots qu'il ne faut pas dire qu'elle est décédée. Il faut laisser entendre que... il y a eu un corps qui a été trouvé, qu'il a les mêmes vêtements que leur fille, qu'on va faire des examens pour leur confirmer, si vous voulez, de façon à ce que ça soit fait avec délicatesse. Autant de tact possible. Vanessa Emelric, vos collègues font quotidiennement ça. Vous l'avez peut-être fait aussi dans votre carrière. C'est des moments terribles. Oui, il n'y a pas plus grave déjà que de perdre un enfant. Et d'annoncer quelque chose d'horrible à des parents. Donc forcément, psychologiquement, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour les personnes qui le vivent, et puis c'est encore plus compliqué pour la famille concernée. Donc il faut prendre les mesures, et monsieur a raison, il faut prendre les mesures qui s'imposent, faire preuve de pédagogie, de tact. C'est pas toujours facile, être bien armé psychologiquement aussi, parce que malheureusement, on est confronté à des choses horribles en tant que policier, parce que le policier éponge tous les maux de la société. Il est rarement suivi psychologiquement, d'ailleurs, lui-même, et c'est ça qui est dommage. Et donc, il doit appréhender les choses de manière la plus humaine possible, avec le laps de temps qui lui permet de le faire et l'accumulation de travail qu'il a. Donc, oui, en effet, c'est jamais facile tout ça. Et c'est des scènes que vous portez en vous tout le temps?
Je discutais ce matin avec des collègues de la police scientifique. Ils m'ont expliqué quelques scènes horribles et on parlait de scènes d'enfants, justement. Je crois qu'ils gardent ça gravé en eux toute leur vie et vous êtes marqué, forcément, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un humain et vous êtes marqué à vie par ce genre d'événement. Bien sûr. Et il n'y a pas vous dites, d'accompagnement des policiers ou gendarmes d'ailleurs. Il y en a trop peu. C'est pour ça que malheureusement, il y a énormément de collègues en difficulté, en détresse psychologique chez nous, parce que vous essuyez la foudre. Vous avez tous les malheurs qu'on connaît, vous essuyez la foudre, la dangerosité du métier, les horaires décalés, le surmenage. Il suffit, comme je dis, vous n'êtes pas un robot, il suffit que ça n'aille pas toujours très bien chez vous aussi, parce qu'on a aussi un contexte personnel comme tout le monde, parfois difficile, quand vous n'êtes pas assez suivi, et vous vous retrouvez dans des situations de détresse et vous êtes face à vous-même. Bien sûr. Il est 18h55. Vous allez tout de suite, pour les auditeurs d'Europe 1, retrouver Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir. Nous, on reste ensemble sur CNews pour évoquer à nouveau ce corps qui a été retrouvé, Mathieu Devez. A priori, le corps d'un enfant, selon le communiqué de presse du procureur. Alors, cette fois-ci d'Agen et non plus d'Auch. Ça s'est encore déplacé, là. Et que dit ce communiqué très précisément ? Il dit donc qu'un corps a été retrouvé dans une exploitation agricole, selon les termes du communiqué, dans une commune qui se situe à l'est du département du Gers. Selon plusieurs informations concordantes, il s'agirait donc de la commune de Puy-Casquier. On est à environ une quinzaine de kilomètres de Fleurance. C'est là où a été aperçue pour la dernière fois la petite Liana. On sait qu'une autopsie est en cours, autopsie qui va notamment révéler des informations primordiales, les causes du décès, l'horaire du décès, la date du décès, et puis également s'il y a eu agression sexuelle, s'il y a eu acte de torture. On sait également qu'il y a toujours ce suspect, Jérôme Barella, qui a déjà été visé par plusieurs plaintes, on l'a dit, pour viol, qui est mis en examen pour séquestration et enlèvement, toujours à l'heure où je vous parle. Il devrait dans les prochains jours, bien sûr, être convoqué par un juge d'instruction. Dans une semaine, il doit préparer sa défense, évidemment, c'est ce que dit la justice auparavant, mais il est en détention provisoire à l'heure où je vous parle, et évidemment, les parents ont été prévenus de la petite Liana. Fabien Van Emmelrich, du syndicat Alliance Police Nationale, je disais tout à l'heure que les Français en ont assez, que ça se passe comme ça. Voilà. À chaque cas, à chaque drame, à chaque visage d'enfant qui s'affiche sur nos écrans où on nous dit ça ne se reproduira pas, on va mettre et rien ne change dans la réalité. Cette colère, vous la ressentez, les concitoyens, nos concitoyens vous en font part quand vous les croisez tous les jours? On la ressent tous les jours et à travers le citoyen, le policier est un citoyen, donc même le policier, il est écœuré du système. Il est confronté directement à cette réalité que vous venez d'évoquer, donc forcément, vous ne pouvez que ne plus supporter tout ce qui se passe. Et tout le monde le sait. Et je ne comprends pas aujourd'hui, alors je dis je au nom de l'organisation que je représente, mais on ne comprend pas pourquoi, au moins, même si on n'a pas les solutions, on ne fait pas le vrai constat. C'est-à-dire que politiquement, aujourd'hui, vous avez des politiques qui refusent de faire le constat que tout le monde voit. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations aujourd'hui, entre guillemets, diaboliques, parce que les gens, ils en ont marre, et là je vais être très vulgaire, et je m'en excuse à l'écran, ils en ont marre d'être pris pour des cons. Ils veulent la vérité. Au moins déjà, ça serait un grand pas. C'est ce que j'ai discuté avec Monsieur le Ministre pas plus tard que tout à l'heure, en lui disant, mais mince. Monsieur Nunez ? Voilà, il sait ce qui se passe. C'est un flic. Il soutient les policiers. Humainement, je le connais. Mais les premiers propos qu'il a évoqués lors du PSG, quand il disait que c'était des débordements et une situation maîtrisée, j'ai dit, mince. Tu peux pas dire ça. 890 interpellations, 233 de mes collègues en une soirée blessés. Comment on peut parler de débordement? Qu'est-ce qu'il vous répond d'ailleurs? Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit qu'après, alors au début, il n'avait pas tous les éléments. C'est dommage, parce que moi, je les ai. Donc déjà... la prochaine fois, il faudrait qu'il vous appelle pour avoir les bonnes infos. Mais... Humoristiquement, j'ai dit à sa chef de cabinet, je ne vais pas me mentir, je dis qu'il nous appelle, je lui donnerai les vrais éléments. Alors en effet, peut-être qu'il n'avait pas la graduation de la gravité des faits, mais bon, ça c'est quand même pas normal. Mais en dehors de ça, il a repris, après vous avez vu qu'il a changé de discours à l'Assemblée nationale. Enfin, il a parlé d'émeutes, mais... Je parlais avec les tripes, mais bordel, dis-le dès le départ que ça va pas. Dis-le dès le départ que la justice, elle dédouane les choses et qu'il y a une clémence. Je veux même pas être fort dans mes propos, je veux pas parler de laxisme. Dis-le. Dis que les collègues ont fait ce qu'ils peuvent, dis que les collègues ont eu une guérilla urbaine face à eux, dis, et madame a raison, vous avez 100% raison madame, le mortier, maintenant c'est des bazookas, c'est des mitraillettes de mortier, ça va à 100 mètres, à 10-20 mètres, ça transperce un individu. Et nous avons des LBD qui tirent
maximum à 50 mètres, mais à 30 mètres, ils sont réellement précis. On n'est pas armé. Vous avez des collègues en chemisette sur le terrain face à une guérilla urbaine. Mais ne serait-ce que le dire déjà. Moi, quand il a dit ces propos-là, mais les collègues étaient outrés. Parce que les collègues, ils ont subi la foudre ce soir-là. Mes collègues CRS, il faut voir ce qu'ils ont vécu encore une fois. Et eux, ils le vivent en plus régulièrement avec le maintien de l'ordre qu'ils font tous les jours. Je ne peux pas dire mieux. Les collègues n'en peuvent plus, le citoyen n'en peut plus. Nous, on sait, je ne suis pas Nostradamus, nous, on sait qu'on va droit à la catastrophe. Quand on parle de chaos, d'insurrection, ce n'est pas de la posture syndicale, on ne va pas gagner des voix, et on n'est pas dans le système de faire des voix aux élections professionnelles. Ça, c'est le prétexte. On s'en fout, on n'a pas besoin de ça, pour être honnête. On a de la chance d'avoir beaucoup de syndiqués dans la police nationale. Mais on dit les choses. Le chaos, l'insurrection, ce n'est pas une posture, c'est vrai. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un événement qui est normalement est festif. Manifester, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifester. Aujourd'hui, les gens, entre guillemets, pacifiques, qui ont des convictions, quelle que soit leur idéologie d'ailleurs, ben, ils n'ont plus envie d'y aller. Ils ne peuvent plus, parce que au départ d'une manif, ça se passe pas mal, ça se passe mal. À la dispersion, ça se passe très mal. Dans le cortège, ça se passe très mal. On est complètement débordé par un nouvel effet, entre guillemets, réactionnaire, avec des antifas d'un côté, des gens des quartiers sensibles de l'autre. Et ce qui est grave, et tout le monde le voit, depuis une décennie, avant, nous avions sporadiquement des quartiers sensibles dans les grosses villes. Mais aujourd'hui, c'est toute la France qui est concernée. Vous avez raison. Merci beaucoup de ce constat implacable. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à Jacques Morel, Éric Nolot, Mathieu Devez qui va continuer à travailler sur ce dossier terrible, Catherine Ney et Louis de Ragnel. Et ce soir, nous présentons évidemment toutes nos condoléances à la famille de la petite Liana. Et nous disons vraiment plus jamais